Charles de Gaulle qui parle de culture, Chris Isaak qui écrit la musique, la plus belle musique du monde, générique de Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. Et nous sommes aujourd'hui au cœur de Saint-Germain-des-Prés, aux Deux Magots, et nous accueillons, je vais vous dire, deux monstres sacrés. Oui, je précise, monstres sacrés. Non pas parce qu'ils ont l'air de monstres, mais parce qu'ils sont sacrés. On accueille Enrico Macias et Michel Boujna. Et oui, et bonjour à tous les deux. Bonjour Michel, bonjour Enrico. Bonjour. Alors Michel, Bonjour. vous êtes actuellement en tournée dans toute la France avec votre spectacle Ma vie encore plus rêvée. Votre propre vie ne vous fait pas rêver, non Michel? Non, mais c'est juste pour dire que si on rêve pas sa vie, c'est pas la peine. Il faut rêver sa vie. Qu'est-ce que le monde serait si les rêveurs n'existaient pas? Et je pense que la vie qu'on rêve, si on la rêve très très fort, et ben à la fin, la vie qu'on rêve, on peut la vivre peut-être. Même si ça peut devenir un cauchemar, on s'en fout. Le jeu en vaut la chandelle. Et oui, et vous Enrico Macias, eh bien vous fêtez vos 57 ans de carrière cette année. Et à cette occasion, donc, vous venez de sortir un album extraordinaire dans lequel vous revisitez donc avec un collectif de musiciens franco-algériens quelques-uns de vos plus grandes chansons, dont ce duo avec Kenji Girac. On écoute tout de suite un extrait sur Sud Radio. Soleil, soleil de mon pays perdu, les villes blanches que j'aimais, des filles que j'ai jadis connues. La la, la 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 la. Alors adieu mon pays, Enrico Macias. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce duo avec Kenji? D'abord, c'est mon petit-fils Simon qui me l'a présenté. Et quand il me l'a présenté, je me suis intéressé à sa musique. Et je lui ai dit, tiens, ça serait bien, puisque je fais un nouvel album pour essayer de me faire connaître par les nouvelles générations, ça serait bien qu'on fasse un duo ensemble. Alors tu choisis une chanson. Et qu'est-ce qu'il a choisi? Adieu mon pays. Alors voilà, le résultat, c'est ça. Adieu mon pays, j'ai quitté mon pays, absolument. Et moi, là Céline, je vais quand même tout de suite donner une anecdote. Un jour, nous nous sommes retrouvés dans les Halles, et je vais vous dire quel était le casting. Il y avait Claude Nougaro, il y avait Joseph Kessel, il y avait Raymond DeVos, Exact. il y avait Georges Brassens, Oui. et il y avait Enrico Macias. Et Enrico, je lui ai dit, Enrico, va chercher tes guitares parce que je sens qu'ils sont tous prêts à chanter. Et il y a eu cette scène extraordinaire, c'est que Enrico a amené ses guitares. Brassens a pris la guitare et il a chanté Les gens du Nord. C'est-à-dire, j'ai emmené Rappel. 2 guitares, parce qu'on a le même luthier, on avait le même luthier. Et Georges Brassens, il me dit, Alouette, sont les guitares. Alors j'étais à la maison, j'ai apporté 2 guitares, une pour lui et une pour moi. Et il a commencé, il a chanté Les gens du Nord avec l'accent de Sète. Les gens du Nord ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor. Comme ça, il chantait. Et toi, Et qu'est-ce moi, que tu as j'ai fait? chanté l'Auvergnat avec l'accent pied noir. Elle est à toi, cette chanson, toi l'Auvergnat qui s'en façon. C'était, voilà, formidable souvenir. Et dites-moi Enrico, par rapport aux gens du Nord, j'ai lu une anecdote incroyable, c'est dans Libération, qui racontait il y a quelques années que la BBC effectivement s'était procuré donc quelques cassettes ayant appartenu à Ben Laden, et apparemment Ben Laden sur ces cassettes, ils ont découvert donc que Ben Laden était donc fan de vous et que cette chanson justement il l'écoutait Est-ce régulièrement. que fake news ou pas? Ben, c'était Ah bon. comment Fake news ou pas? Enfin, Ben, fausse. au début, j'ai cru que c'était une fake news. Ouais. Mais je me suis renseigné, c'est la vérité, c'est vrai. J'ai téléphoné à la BBC et tout, j'ai demandé d'où ils tenaient cette information. Et ils m'ont dit, on a trouvé dans la cache de Au Ben Pakistan, Laden, ouais. on a trouvé mes chansons, mes cassettes, dont Les gens du Nord, bien sûr, et puis des discours de Gandhi. Aussi, de Gandhi, ben, des dis donc. discours de Gandhi. Il s'en est inspiré, là. Oui, ben oui, c'est bizarre, hein, quand même. C'est délirant même. Oui, mais moi j'ai cru que c'était une farce au début. Jusqu'à maintenant, j'arrive pas à le croire, quoi. Mais c'est pas une fake news. Ouais, non, mais tout est possible. Hein. Ça, c'est le. incroyable. Mais Michel, juste une chose. Vous connaissez, vous les deux, vous connaissez depuis très longtemps. Oui, très longtemps. D'abord, on a plein de gens autour de nous en commun. Oui, Dont évidemment le plus proche c'est Charles et Marouani, mais aussi Vic Tallard
qui était l'agent d'Enrico à l'époque, de Régis Tallard. Enfin bon, on a autour de nous plein de gens en commun. Mais surtout, c'est parce que il y a très très longtemps, au tout début de ma carrière solo, Enrico était venu me voir et m'avait invité à une émission sur FR3. Et il m'avait dit une chose que je ne savais pas forcément avec autant de clarté que lui à ce moment-là, parce qu'il a quand même 2-3 mois de plus que moi. Ah ouais. Oui, bah oui, parce Disons que quelques années. Moi j'ai 42 ans et vous savez bien qu'il en a 43. Donc, il m'a dit, je sais pas comment ta carrière va évoluer. Moi, je commençais à avoir un peu de succès, mais à peine. Il me dit, tu vas avoir une grande carrière à une seule condition, c'est que tu ne te trahis pas. Et après, il m'a rajouté, de toutes les façons, tu pourras jamais te trahir, parce que si tu te trahis, tu seras malheureux. Et il avait raison, mais à 200%. Et pourtant, a priori, on n'avait pas du tout... Et j'avais aucune raison de me rapprocher d'Enrico, franchement. Moi, je venais des mouvements lycéens, d'extrême gauche, je faisais du théâtre d'avant-garde, je faisais tout ça. Et Enrico, c'était une immense vedette de variété pour moi. Même si en cachette, j'adorais ses chansons. Pourquoi en cachette, vous dites en cachette? Parce qu'il était d'extrême gauche. Parce que parce que moi j'allais voir De Funès comme on allait voir un film porno, vous rigolez ou quoi? Moi j'ai emmené mon petit frère à aller voir De Funès, mais à mes copains je disais pas que j'allais voir De Funès. J'allais voir Godard. J'allais voir Ingmar Bergman, moi, et je voulais me suicider après. Mais et pourtant Ingmar Bergman est un immense cinéaste, et ça m'a énormément servi cette formation. Donc j'avais pas forcément de lien comme j'ai aujourd'hui avec Enrico, des liens qui sont aujourd'hui indestructibles, parce que je ne peux pas vivre sans lui. Bon, lui, je sais qu'il peut vivre sans moi, mais moi... Voilà une belle déclaration De d'amour. toute façon, je voudrais quand même ajouter quelque chose, c'est que moi j'ai découvert Michel Boujna grâce à ma femme Suzy. Et Suzy adorait Michel Boujna. C'est vrai. Elle ne ratait aucun de ses spectacles. Et donc, moi aussi, j'ai découvert Michel Boujna. Comme ça, je l'ai invité dans une émission, et c'est vrai que je lui ai demandé de ne pas changer, de ne pas se trahir, de garder son accent, et voilà, comme j'ai fait moi. Et oui. Et dites-moi, Michel, est-ce qu'Enrico vous inspire des sketchs alors? Ah, 24 heures sur 24. Mais ça, je n'en parlerai pas à la radio. Tu veux parler du pyjama? Allez, vas-y, parle du pyjama. Allez, vas-y. Racontez-nous le sketch du pyjama alors. Non, allez-y. mais c'est pas ça. C'est parce que un jour, régulièrement, chaque année, à une période de l'année, on se retrouve en Corse. Et on passe 3-4 jours ensemble, et je peux vous dire que c'est un grand plaisir. Parce que rien que je sais qu'il arrive, je ris déjà. Donc je le vois arriver à l'hôtel, moi j'ai un fou rire. Et puis, nous on se lève à une heure à peu près normale, parfois on va à la pêche très tôt, et puis on revient, on va à la plage, et on va déjeuner vers 2h de l'après-midi. Et nous, à 2h de l'après-midi, on dit, il est où Enrico? Et Régis Tallard me fait, Enrico, tu es fou quoi? Il est là, il est même pas encore au petit déjeuner, il dort. Il dort. On téléphone à la maison, il répond pas. On envoie quelqu'un, on est inquiet, la porte s'ouvre pas. Finalement, on monte à la maison, on ouvre la porte. Il était dans son lit, il faisait un kiff, il dormait. On aurait dit, mais pas un pacha, vous pouvez pas imaginer. Le roi lion, c'est un amateur à côté. Et il avait un pyjama d'une beauté. Mais tu rigoles, c'était mon costume de Décrivez-nous les scène. motifs, allez-y, Mais Michel. une beauté ce pyjama. Donc C'est mon costume de scène. le j'étais pyjama. tellement Non, c'est pas bouleversé par ce pyjama, par Enrico Macias dans ce pyjama qui ouvre les yeux et qui fait qu'est-ce qu'il y a? Tel un empereur chinois. Vous voyez les empereurs chinois dans les films, vous voyez dans les films asiatiques, c'est un empereur chinois. Mais je suis sûr, parce qu'il est très coquet, qu'il n'a pas qu'un seul pyjama. Et un jour, j'irai chez lui dans son dressing. Et tu vas Il y a voir beaucoup Et je, vais de faire, pyjamas. et je vais faire une photo de tous les pyjamas et je vais les publier. Puisqu'il paraît qu'il y a très longtemps, il a été dans Playboy. Je vais les publier dans Playboy. Ah, ben oui. Je l'ai interviewé. pour C'est Playboy. vrai? Oui, Les bien pyjamas d'Enrico Macias. J'ai vu ma photo dans Playboy à côté de toutes les filles et tout. Absolument. Et Vous moi, l'avez- j'étais habillé. Ah oui, et c'est vous, André, qui a réalisé Oui, cette interview, à l'époque, racontée. j'étais rédacteur en chef de lui. Et on m'avait dit qu'il fallait... Ah, lui, Ah, oui. pas Playboy. C'était lui. Et il m'a dit d'interviewer Enrico. Mais Enrico, j'ai une question à vous poser par rapport des gens du Nord. On a parlé des gens du Nord, etc. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est amusant parce que
Enrico Macias, l'Algérie, Michel Boujna, la Tunisie. Et je voudrais juste, pas pour faire du folklore, au contraire, vous n'avez jamais été folklore. Mais aujourd'hui, l'Algérie pour vous, c'est quelque chose à la fois de lointain, de proche, c'est quoi aujourd'hui? C'est dans moi. C'est toujours dans moi. C'est ma terre natale. C'est ma terre natale et c'est... C'est toujours là, enraciné. Ah oui, complètement. On a coupé mes racines, mais mes racines repoussent en France, mais aussi en Algérie. C'est-à-dire comment elle repousse en Algérie? Par l'amour que me porte le public là-bas, de là-bas. C'est vrai que vos disques circulent partout. Et la musique que je chante, c'est une musique pratiquement algérienne, puisque j'ai été formé dans cette musique au départ. C'est quoi? C'est votre oncle? Mon père était le violoniste d'un des plus grands génies de la musique arabo-andalouse. Cheikh Raymond. Cheikh Raymond. Ouais. Et mon père était son bras droit et son violoniste, comme un chef d'orchestre, quoi. Et tonton Raymond était le génie de cette musique. Et c'est lui qui m'a découvert à l'âge de 15 ans. C'est l'arabo-andalouse. La musique arabo-andalouse. Le malouf. Le malouf. Voilà, exactement. Et donc vous avez été formé à ça, éduqué à ça. Oui, et quand tonton Raymond a été assassiné, malheureusement, je suis devenu orphelin de lui et de cette musique, parce que il n'y avait plus le même décor arrivé en France, c'était plus la même chose. J'ai continué à faire cette musique avec mon père, mais ça ne me convenait pas. Tonton Raymond me manquait énormément. Et c'est là que j'ai composé un nouveau répertoire, des chansons, mais inspirées par la musique arabo-andalouse. Ouais. Pas copiées, mais inspirées. Et vous nous en parlerez donc dans un instant sur Sud Radio. On va se retrouver effectivement donc avec Michel Boujna, André Berkoff, depuis donc le restaurant des Deux Magots situé en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés. Et on va donc continuer de parler donc de vos racines, de vos passions, Enrico et Michel. À tout de suite sur Sud Radio. Eh bien, le général de Gaulle sur la culture, toujours immortel, et Chris Isaak pour la musique, toujours coruscant. Et nous sommes aux Deux Magots, en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés. Et Saint-Germain-des-Prés, je veux dire, Saint-Germain-des-Prés aujourd'hui est à l'heure aussi séfarado, tuniso, algériano, parisienne, avec les deux monstres sacrés. Je parle de Enrico Boujna et je parle de Michel Macias. Est-ce que je peux préciser aux auditeurs qu'André Berkoff est complètement bourré ou pas? À peine, non. À peine. Allô Déviant. C'est un peu vrai. Mais c'est vrai que c'est incroyable, mais on se ressemble un peu. C'est vrai. Et je suis beaucoup plus beau, mais on se ressemble. Alors, tu as fini de te vanter. Le plus beau, c'est moi. C'est vrai que vous êtes sublime, Enrico. Vous venez de fêter vos 80 ans sur la scène de l'Olympia, incroyable. Qu'est-ce qui vous maintient comme ça en vie? Vous avez la pêche, vous avez une énergie incroyable. Vous avez un coaching particulier? Moi, non, mais ce qui me maintient, c'est le plaisir de vieillir, parce qu'il y en a beaucoup qui malheureusement sont partis et qui n'ont pas eu la chance d'être à mon âge, d'être arrivés à mon âge. Et d'être arrivé à mon âge, toujours en haut de l'affiche, toujours en train de chanter, toujours en train de faire des émissions, toujours rencontrer des amis chers comme Michel. Là, je rigole pas, je parle sérieusement, hein, s'il te plaît, ne me regarde pas mal. Je dis rien, j'ai rien dit. Alors, voilà, tout ça, ça me maintient en forme, en sachant que je continue à faire mon métier, enfin, pas un métier, mais ma passion. Mais il ne faut jamais oublier la phrase immortelle d'Henri Janson, il n'y a que les imbéciles qui ont l'âge de leurs artères. Ah, voilà. Et oui, et vous venez de sortir un album magnifique, Enrico, dans lequel, effectivement, vous revisitez tous vos plus grands succès, notamment l'Oriental. Écoutons tout de suite un extrait de cette sublime chanson. Et l'on m'appelle l'Oriental, le bras haut, regard fatal. Et l'on m'appelle l'Oriental, car moi je suis sentimental. Et pourtant je ne fais pas de mal, on m'a surnommé l'Oriental.
Alors cette chanson, André, l'orientale, ça vous rappelle un souvenir que vous avez vécu avec Enrico à Beyrouth, au Liban? J'étais Racontez-nous. jeune journaliste, j'avais 20 ans, et Enrico Macias arrive à Beyrouth pour chanter. Il chante dans un club. Et je me rappellerai, c'est une image vraiment dont je me rappellerai toute ma vie. Il y avait toutes ces femmes libanaises en perlousé comme ça, ces mecs. Et à un moment donné, il commence à chanter l'oriental. Et l'on m'appelle l'oriental, le brun au regard fatal. Et les femmes étaient sur les tables, en train de chanter et de danser avec. C'était incroyable. Et c'est vrai, il faut savoir qu'elles lui lançaient leurs bijoux. Enrico. Ouais. Hein, C'est vrai. Et puis moi, j'étais très mal payé là-bas. Et quand on me jetait les bijoux, tout ça, j'étais voir le patron. J'avais honte. J'ai dit, rendez-les aux gens. Il me dit, mais vous êtes fous. Ils vont se vexer. Non, gardez-les, ils vont se vexer. Oui, c'était un Je suis vrai arrivé cadeau. avec un trésor, un bon magot. Non, c'est formidable. Et après, malheureusement, au Liban, vous avez été boycotté. Ouais. C'est-à-dire qu'après, comme ça marchait très fort là-bas au Liban et dans les pays arabes, Dans tout le monde arabe, ouais. dans tout le monde arabe, quand ils ont appris que j'étais juif, ils m'ont demandé d'écrire une lettre comme quoi j'étais pas juif pour continuer à faire leur commerce. Ah bon? Alors évidemment, moi j'ai écrit à la place, j'ai écrit le texte d'Enfants de tout pays Ouais. Ouais. et pour dire que non, je suis un enfant de tout pays et je suis juif et Vous n'allez je pas vous l'assume, relier. et voilà. Et à partir de là, ils m'ont boycotté, ils m'ont complètement. Voilà. Puis pour Israël et tout ça. Voilà. Bon. Ceci a disparu avec l'avènement de Sadat, du président Sadat, lorsqu'il m'a invité. Il m'a ouvert les portes de l'Égypte qui m'étaient fermées à cause de cela. Absolument. Michel, Oui. j'ai posé la question donc à Enrico, on a posé la question des racines et d'Algérie. Pour vous, la Tunisie, c'est la même chose ou pas du tout? C'est quoi votre rapport avec la Tunisie? Vous savez, Elias Canetti, dans l'histoire d'une jeunesse, il dit tout ce que j'ai écrit, je l'ai tiré de mes 6 premières années. Alors, Les je vais- 6 premières années. Oui. Ouais. Donc je vais Joli. pas être plus royaliste que le roi. Vraisemblablement, n'importe qui et n'importe quel écrivain ou auteur ou chanteur ou créateur est connecté avec son enfance pour pouvoir inventer des histoires. Et quand à l'âge de 10-11 ans, on vous prend, on vous met à la Croix d'Arcueil dans la banlieue sud de Paris, que vous avez ce choc-là, parce que on vous a pas demandé votre avis, c'est excessivement C'est un traumatisant. très grand choc. Ah oui, pour moi oui. C'est terrible parce que c'est terrible de dire ça parce que quand je vois ce qui se passe aujourd'hui pour les migrants par exemple, quand je vois les gosses de 8 ans ou 5 ans ou 6 ans, dans quelle situation ils sont aujourd'hui, dans les voyages, les morts, et que moi je me rappelle moi de ma souffrance à moi, j'ai honte. Mais il n'y a pas de hiérarchie dans la douleur. J'ai souffert. Bien sûr que j'ai souffert. J'étais pas du tout d'accord pour quitter la Tunisie. Je reste attaché à la Tunisie comme un dingue parce que je passe ma vie à défendre la Tunisie. Et je vous rappelle à tous, si vous m'entendez, qu'il faut aller en vacances en Tunisie, que c'est très important. D'abord parce que vous allez faire un grand kiff, et ensuite parce que soutenir la Tunisie aujourd'hui, c'est soutenir le monde entier. Tellement le combat de la Tunisie est aujourd'hui important. C'est très important. Donc Bien la passion. Non, je, c'est vrai. je suis terriblement attaché à ma Tunisie, bien sûr. Alors je l'ai reconstruite. Ce que disait Enrico tout à l'heure est très juste. Les racines, on peut les couper. Elles repoussent à l'intérieur de nous. Moi, ma Tunisie, je l'ai reconstruite. Je l'ai réinventée. Je l'ai refabriquée. Mes personnages de mes spectacles, c'est pas ma mère, c'est pas mes oncles, ils sont pas comme ça. C'est un mélange de tas de choses que j'ai vues dans ma vie et des choses que j'ai réinventées. Comme, pour ne citer que quelqu'un de très célèbre, comme Victor Hugo qui a inventé Jean Valjean, parce que je vous rappelle, et vous le savez certainement, mon cher André, Jean Valjean n'existe pas. Superman non plus. C'est des personnages de fiction. Donc, la Tunisie, c'est ma source. C'est votre source et les personnages sont pas tel ou tel personnage. Vous les réinventez. Tout le temps. Vous les rêvez. Je les invente tout le temps. Max Boutboul, c'est moi. Simone Boutboul, c'est moi. Simone Boutboul, c'est moi si j'étais une mère. Et vous êtes une mère juive. Oui, Ouais. mais oui, je suis une mère juive, bien sûr. Je suis une mère juive avec mes enfants et je suis une mère juive avec mes amis. Et C'est vrai. Et si C'est vous la continue- vérité. Je témoigne que c'est vrai. Et si vous continuez à m'énerver, je vais être une mère juive avec vous aussi. Donc,
Donc- Allez-y, ça donne quoi? Boujna, une Non, mère non, mais ce juive. qui est rigolo, Ça veut c'est dire fermez votre décolleté de votre chemise, vous allez attraper la mort, mettez une écharpe et arrêtez de rire comme ça, le courant d'air il va rentrer dans votre bouche. et c'est vrai que En c'est tout très cas, intéressant. tu viens de dire une vérité première, maman. Laquelle? Et tu as remarqué que Michel Boujna a rejoint Gustave Flaubert. Madame Bovary, c'est moi. Exactement. Mais vous savez, vous croyez pas si bien dire. Vous savez que c'est à cause de lui et à cause de cette phrase que j'ai écrit mon premier spectacle. Ah bon? Ah Oui. oui, racontez. À l'époque, ça fait à peu près 7-8 ans que je travaille avec des enfants à la limite d'hôpital de jour, des enfants en classe d'adaptation. Je fais depuis 8 ans du théâtre avec eux. Ils m'apprennent en fait mon métier. C'est de la période entre 20 et 26 ans, 27 ans. En même temps, avec mes camarades avec qui je fais du théâtre d'avant-garde, on découvre l'antipsychiatrie, on va au Collège de France écouter Michel Foucault et l'histoire de la folie. Deleuze, Guattari. Voilà, Bourdieu, exactement. tout ça. On est en plein là-dedans, la psychanalyse, tout ça. Et puis surtout, nous, on fait des spectacles, on est les porte-parole des combats syndicaux, des combats des ouvriers. On est post-68, d'accord? Et tout d'un coup, je lis une phrase qui dit de Flaubert que j'adore, qui dit Madame Bovary, c'est moi. J'endors pas de la nuit. Je reviens le lendemain aux séances de répétition et je dis à tout le monde Madame Bovary, c'est moi. Ils m'ont dit t'as fumé un joint, t'as fait un truc. J'ai dit non, Madame Bovary, c'est moi. On ne parle que de nous et on s'en rend même pas compte. Alors on va commencer à parler de nous. Alors on l'a fait avec beaucoup de maladresse au début, parce qu'on faisait des spectacles, on était fous, hein. On faisait un spectacle qui parlait des vieux, qui parlait des ouvriers, des immigrés, tout ça. Et tout d'un coup, le spectacle s'arrêtait. Un acteur allait face publique. Les gens, ils comprenaient rien. Hein, et ils disaient je vais vous parler de moi. Parce que Madame Bovary, c'est moi. On n'avait pas encore compris que Madame Bovary, c'est moi. Ça voulait dire que toutes les histoires qu'on invente parlent de nous. Et ça, il faut qu'on le sache. Donc, Très important. donc, ne croyez pas, André, que vous avez dit ça en l'air. Non, c'est une phrase qui a changé ma vie. À partir de là, j'ai dit je vais parler de mes origines, de ma mémoire, de mes racines. Après, je ne savais pas que ça allait être le bordel, comme ça a été le bordel dans ma vie, que ça allait tout changer, que les gens de théâtre allaient me rejeter pendant un certain temps, que les gens du musical allaient m'ouvrir les bras. Pourquoi les gens du théâtre Rejeté, pourquoi? Parce que vous avez Parce que souvent tout d'un raconté. coup, Oui. Parce que il Vous avez faisait plus de souvent- théâtre, il Oui. était un comique, oui. ce qui est absurde. Ce qui est absurde. bien sûr. Ce qui est absurde. La phrase de Terzieff, c'est mon credo. Terzieff a dit le théâtre, c'est pas ça ou ça, c'est ça et ça. C'est-à-dire que vous avez été, enfin, à une époque, vous êtes senti un peu discriminé, on peut dire, considéré un peu comme le juif thune de Ouais, service en quelque sorte. à part c'est des ça acteurs comme Gérard de Sarthe, Ouais. Olivier Perrier ou Jean-Pierre Vincent, qui sont des gens que j'avais connus sur les camisards de René Alliot où j'avais été esclave. À part eux, il y en a beaucoup qui m'ont rejeté, bien sûr, encore aujourd'hui. Alors que, pourquoi moi je vais aller jouer Sganarelle avec Gérard de Sarthe à un moment donné de ma vie au Théâtre National de Chaillot, au TNP à Villeurbanne? Pourquoi j'accepte cette aventure d'arrêter pendant 1 an et demi mon travail personnel? Raymond DeVos me dit, mais pourquoi tu vas jouer Sganarelle? Je dis, Raymond, c'est quand même un rêve d'acteur. Il me dit, oui, mais Michel, on avait des déjeuners avec Raymond magnifiques. Il me disait, mais Michel, tu sais qu'il y a plein d'acteurs qui peuvent faire Sganarelle. Il y en a combien qui veulent jouer tes spectacles? Parce que lui, il avait un contrat avec la Comédie Française, Raymond, dans son tiroir pour jouer le bourgeois gentilhomme. Il l'a jamais fait. Et je pense qu'il l'a regretté. Donc, mais pourquoi j'ai été faire ça? J'ai été faire ça pour montrer qu'il n'y avait pas d'incapacité ou d'impossibilité. Il y a plusieurs personnes dans la tête personne. Enrico, il y a une question aussi que je peux vous poser. C'est que quand il y a eu, effectivement, moi j'ai été très frappé par le fait que ce que vous avez composé depuis que j'ai quitté mon pays, et puis ça fait tellement longtemps, et que cette mémoire reste extrêmement vivante, puisque encore aujourd'hui, moi j'ai donné une conférence au Cercle algérianiste à Marseille. Et ce qui m'a... Aujourd'hui, enfin il y a 3 mois, eh bien vos chansons, le soir, ils jouaient vos chansons. Et c'est pas par souvenir, etc. C'est parce qu'il y a ce qu'on appelle mémoire vivante et racine. Et c'est marrant parce que vous les deux, vous êtes vraiment dans cette mémoire vivante aussi. C'est exact.
Parce qu'on est sincère, parce qu'on est authentique, et que la sincérité, ça aide, c'est une locomotive pour communiquer avec les gens. Sinon... Puis les gens sont comme ce que vous avez dit, ils savent si vous êtes vrai ou pas, si vous ne faites pas un personnage, si vous ne racontez pas des histoires. Non, on ne raconte pas des histoires, au contraire, c'est la vérité. Vous savez, quand on était à l'école, on avait des professeurs de mathématiques. Qui étaient les meilleurs élèves en maths? C'est quand ils comprenaient que le professeur, quand il nous expliquait quelque chose, c'était le bon sens. Il avait raison. Le professeur avait raison, donc on le suit. C'est pareil pour les chansons, c'est pareil pour le théâtre, c'est pareil pour tout. C'est sûr. Vous savez, moi aussi, j'ai été plusieurs fois rejeté, être considéré comme un chanteur bassement populiste, pas populaire, commercial, mais populiste. je sais pas quoi. Ouais. Mais je leur rappelle qu'à mes débuts, j'avais des copains comme Georges Brassens, comme Raymond DeVos, comme Jeff Kessel. Kessel, lui, quand je chantais des chansons, il se tapait la tête. Vous étiez présent, André. Absolument. Et il se tapait il se cassait Et je les vais verres vous sur dire la ce tête. qu'il a dit. Et ça aussi, je me rappelle, c'était la même soirée. C'était que Enrico a commencé à chanter russe. Enfin, un truc de zigane russe. Oui, c'était Et la j'ai chanson vu d'Aznavour, Kessel, les deux guitares. Voilà. Il a commencé à chanter les deux guitares. Et je vois Joseph Kessel qui dit comment cette espèce de juif pied noir algérien, espèce au sens bon du terme, chante russe et il prend un verre de vodka. Il se le casse sur la gueule. Je me rappellerai, il prend son verre et il fait ça. Il dit regarde ce type, ce juif algérien, il chante russe. C'était étonnant. C'est merveilleux. C'est formidable ça. Hein. Non, mais la profondeur populaire des chansons d'Enrico Macias sont incroyables. Incroyables. Moi, il m'arrive parfois, j'adore être en pleine mer, de mettre des chansons d'Enrico en pleine mer, comme ça, pour les baleines. Bon, il y a les baleines, elles sortent la tête, des fois elles me disent, bon, je t'en supplie, on en a marre, il n'y a rien d'autre que Gaston. Mais, à part cette anecdote... Il y a des baleines qui m'aiment pas. Alors. Les baleines sont antisémites. Non, mais non, elles t'adorent, mais elles me disent, bon, ça fait... Parce que mon bateau, il est très lent, d'accord? Pour faire Nice-Calvi, je mets 16 heures. Les baleines, qui sont mes copines, elles me disent, bon, ça fait 14 heures, comme les gens d'une heure. Oh là là. Mais nous, autre chose. Parce que le problème, c'est quand j'écoute une chanson que j'aime, je peux l'écouter en boucle pendant, je sais pas, pendant 10 heures, 12 heures, parce que c'est très bizarre, je n'ai aucune mémoire si je ne dois pas m'en servir. Donc je peux écouter une chanson 1000 fois, je suis comme un poisson rouge. À chaque fois qu'elle est finie, je l'ai oubliée, je dois la remettre. Voilà. D'accord? Donc, et c'est vrai que c'est Sauf que dans la voiture, tu rechantes toujours la même chose. Oui. Oui. Enrico Mais ça, c'est pour t'énerver. Il y a une profondeur, mais d'une grande noblesse populaire dans les chansons d'Enrico. Et ça, c'est terrible parce que c'est toujours avec le temps que ça apparaît, ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est toujours avec... Il faut énormément de temps pour qu'on se rende compte qu'un artiste a fait un vrai travail. Michel, on se retrouve dans un instant Ah bon sur Sud Radio et on va continuer effectivement d'écouter des chansons donc d'Enrico Macias. On sera toujours depuis le restaurant des Deux Magots, ici situé en plein cœur des de Saint-Germain-des-Prés, pardon. Et c'est un sublime déjeuner. À tout de suite sur Sud Radio. Eh bien, nous sommes en plein Saint-Germain-des-Prés, toujours le vendredi, et avec Céline Alonso, nous recevons effectivement deux personnes. On est ravis de les recevoir et on n'a pas arrêté de rire et on va continuer. Enrico Macias et Michel Boujna, mais happy birthday to you. Happy birthday to Happy you. birthday Enrico. Happy birthday. Toute l'année, on va me souhaiter mes 80 ans. Alors, Magnifique, magnifique. Et oui, il faut magnifique. préciser, André, que Magnifique. Enrico donc, fête ses 57 ans de carrière cette année. Il vient de fêter aussi ses 80 ans sur la scène de l'Olympia. Happy birthday, Enrico. Merci, merci. Et vous, Michel, alors, vous fêtez quoi? Vos 40 moi, ans de carrière? ça fait 4 ans que je fais ce métier, j'ai 18 ans. Mais il faut préciser que Enrico Macias n'a pas 80 ballets. Il n'a pas 80 ballets. C'est un adolescent
C'est un Un enfant, adolescent. ah oui, ça, je suis un enfant. Il rit, il adore jouer, Bien sûr. il adore rigoler, il est à l'affût de la moindre bêtise. C'est vraiment un bonheur de voir il est juvénile. Il n'est pas infantile, il est enfantin. Et ça, c'est un. Moi, je vois bien, dès qu'il prend une guitare, par exemple, il est content. Il est content, mais comme un gamin. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si c'était la. jouer. Ouais, c'est comme si c'était la première fois. Michel, c'est quand vous montez sur scène, ne vous dites pas que c'est pas votre kiff aussi. Ah non, mais oui, bien sûr, bien C'est sûr. votre kiff. Vous êtes Non, mais heureux, vous êtes je là. préfère parler de. Simone Boutboul. Ouais, c'est parti. tu vois. Un jour, j'étais voir son spectacle, j'étais au premier rang. Ouais. Et il parlait avec moi sur scène, comme si on était en Corse ensemble ou sur son bateau. Ah, carrément. Ah ouais, il parlait avec moi. Il est authentique, lui. Un jour, je rentre sur scène, c'était la première des Magnifiques à l'Olympia. C'était un moment important. Bah, elle est magnifique. Oui. Ouais, vraiment. Ça faisait un bout de temps que on avait signé l'Olympia, peut-être 8 mois ou 9 mois avant. Entre-temps, le couffin était sorti. Enfin bon, c'était un bordel. Et il y avait dans la salle vraiment tout Paris. Il y avait Lino Ventura, il y avait Belmondo, il y avait Gaston, Et je rentre sur scène, et à l'époque, je portais un pantalon noir, des bretelles et une chemise rouge. Ah oui. Et un chapeau. Chapeau que j'ai toujours. Que j'ai toujours sur scène, je veux dire. Et je rentre sur scène, il y a Belmondo, que j'adore. À l'époque, que je connaissais pas. Que j'avais pas encore fait cette soirée de fou à Montréal avec Belmondo, parce que quelques temps après, je me retrouve à Montréal avec Belmondo, un 14 juillet. Mais revient Belmondo sur scène. Alors, excusez-moi, j'ai fait des parenthèses et ça l'énerve. Vous voyez, ça c'est un truc qu'il peut pas comprendre chez nous. On fait tout le temps des parenthèses. D'ailleurs, je voudrais vous parler maintenant de ma mère. Alors oui, non, parlons justement de Et votre Belmondo. maman, parce que j'ai vu que votre maman était auteur aussi de votre spectacle. Racontez-nous Ça, c'est surtout parce comment que- ça se passe, vos séances de travail avec votre maman, parce que ça doit être C'est dans quelque la chose cuisine. quand même. Dans la cuisine. La cuisine. Je vais. Alors, juste dans Belmondo, d'abord, Belmondo. Ah, me, tend- Belmondo, allez-y. me fait un signe avec le doigt, comme ça. Il me désigne quelque chose sur moi avec le doigt, en mourant de rire. Et moi, je crois qu'il se moque et tout ça. Je sais pas. Putain, je dis merde, le jour de la première, Belmondo, il se fout de ma gueule, c'est pas gentil. Je baisse les yeux, je me rends compte que j'avais pas fermé ma braguette et un bout de ma chemise rouge était sorti. C'est pas Et- mal, ça, pour commencer. hein. Et évidemment, je comprends. Donc, je m'arrange, je ferme ma braguette et tout ça. Et en faisant ça, je dis à Belmondo, soyez gentil, amusez-les. Mais pendant que je m'arrange, et il s'est retourné face au public. Et il a fait une espèce de truc à la Belmondo. Tout le monde est mort de rire. Et le spectacle a pu repartir. Quant à ma mère, eh ben, c'est dans la cuisine. Voilà, je la retrouve. Elle m'apprend à faire des plats que j'aime. Parce que faire à manger, c'est un truc très important. C'est pas que la nourriture. Faire à manger et parler avec sa mère quand on fait à manger, c'est la vraie transmission. Et pendant ce temps-là, je lui raconte où j'en suis, ce que j'écris. Et si elle chante, ma mère, elle a 94 ans. Hein. Si elle change elle lit 2 bouquins par semaine. Formidable. Maintenant encore. Oui. Incroyable. Ma mère, c'est un tank, ma mère. Ma mère, on l'envoie en Syrie, il y a tout le monde qui pose les armes. Hein. Il n'y a pas un mec qui bronche, moi, je peux vous dire. On envoie ma mère en Corée du Nord. Kim Jong-il, là, il se fait circoncire, il va à la synagogue, et il libère tout le monde, et il fait des boîtes de nuit dans son palais. Et donc, elle m'apprend à faire à manger, et en même temps, je lui raconte. Et quand elle me pose une question qui n'a rien à voir avec ce que je lui raconte, je sais que j'ai écrit, c'est mauvais. Je lui dis, alors il va faire ça, et je vais dire ça, et machin. Elle me dit, dis-moi, ta voiture, elle est toujours là-bas? Échange de discussion. Ouais. Eh oui. Je dis quoi, maman, quelle voiture? Elle me fait, non, je voulais savoir ta voiture. Bon, ok. Là, tu comprends. Je range mes phrases et je continue à faire à manger. Et puis, je raconte autre chose. Et si elle me fait, et parfois elle me fait, ah, c'est bien ça. Là, je fonce, je note. Donc, elle est d'une dureté, C'est la première auditrice. C'est incroyable. pratiquement, avec mon frère Paul et Corinne Atlas, une autre camarade de travail. D'ailleurs, quand j'allais voir Michel à l'Olympia dans les coulisses, ça sentait très fort les boulettes. Fondamental. Hein? Fondamental. Mais il faut rappeler une chose. Et toi, tu as fait l'Olympia bien plus souvent que moi. Moi, j'ai fait quoi? Peut-être une dizaine de fois.
Rappelle-toi, à l'époque, dans l'ancienne Olympia, Oui, une fois par semaine, ils nous faisaient des spaghettis aux boulettes oui. sous la scène. Oui. Et la cuisine était sous la scène. Oui. Nous, on était sur scène, on faisait le spectacle, on sentait l'odeur des boulettes. Bien sûr. Les mecs du premier rang, ils sentaient les Mais mecs. je me rappelle. Et on attendait qu'une chose, c'est que le spectacle se finisse pour aller manger les spaghettis. Enrico, je voudrais, et aussi Michel, je voudrais qu'on parle un peu d'actualité par rapport à ce qui se passe, non pas pour devenir plus grave, etc., mais enfin par rapport à tout ce climat un peu. On n'est pas. Il y a 2 jours, il y avait le rassemblement contre l'antisémitisme. On parle de beaucoup de choses et on a l'impression à la fois de quelque chose de sincère, mais à la fois de manipulation, à la fois d'exhibition de sentiments, à la fois tout ça. Moi, je voulais savoir, vous, Enrico, qui êtes très lié à la fois à cette culture juive, à cette culture arabo-andalouse, à cette culture française, quel est votre sentiment? Qu'est-ce que vous sentez? Pour moi, d'être contre l'antisémitisme, c'est un pléonasme de ma part. Clair. Hein. Mais moi, ce qui m'énerve... Sur la situation, oui, Ouais, enfin, sur le climat. Ce qui m'énerve le plus, c'est que on se réfugie derrière le sionisme pour ne pas être soi-disant antisémite. Or, moi, j'ai ramené une déclaration de Martin Luther King en 1967 qui a dit, on lui posait la question, est-ce que être antisioniste, c'est être antisémite? Il a répondu, être antisioniste, c'est être antisémite. Alors moi, je me base uniquement d'après cette phrase de Martin Luther King. Donc, oui, ne tournons pas autour des faux semblants, disons ce qu'il en est, etc. Voilà. C'est ça. Ce qu'il en est, c'est que le jour où on arrêtera de dire nous, c'est pas antisémite, c'est antisioniste. Ah bon? Ben, c'est qu'ils sont antisémites. Voilà. Je voudrais dire quelque chose. Michel, oui. Non, je voudrais dire juste une chose. Parce qu'il y a quelques jours, j'ai fait une émission de radio et il y a beaucoup de réseaux sociaux derrière qui réduisent absolument ce qu'on peut dire à la radio ou à la télévision et qui extraient des phrases et qui les mélangent et qui Notamment provoquent... sur les gilets jaunes. Ouais, et qui provoque des choses insupportables. Je voudrais juste préciser d'abord que moi je pense beaucoup d'abord aux gilets jaunes de province qui sont sur les ronds-points, qui sont des retraités, qui n'ont rien à voir avec toute cette histoire et qui sont excessivement meurtris par cette histoire parce que je les ai croisés, puisque moi je suis beaucoup en tournée et je peux vous dire que j'ai jamais rencontré d'antisémites chez les gilets jaunes, en tout cas en province. Maintenant, il est évident que c'est absurde de ne pas soutenir un mouvement légitime de gens qui souffrent. Et vous verrez qu'après, sur les réseaux sociaux, on va transformer ce que je viens de vous dire. Hein. Mais il est aussi évident qu'il est nécessaire, si la police n'arrive pas à régler ce problème, à ce que les gilets jaunes s'organisent et créent un service d'ordre pour se protéger des gens qui infiltrent ce mouvement et qui le dénaturent. Sinon, il va continuer à se passer des choses comme ça. Et ceux qui vont en pâtir le plus, ce sont les gens qui, au départ, ont créé ce mouvement, loin de tout ce qui se passe autour de ce mouvement aujourd'hui. Parce qu'ils avaient 70 ans et qu'ils vivaient à 700 € par mois. Parce qu'ils voulaient juste Oui. qu'on les entende. Jusque-là, moi, je suis totalement d'accord avec Et je Michel. tiens à préciser à la radio, C'est là maintenant, avant que les gens qui ont des sites internet et qui transforment nos paroles, qu'il n'est pas question aujourd'hui de dire que je condamne les gilets jaunes, c'est faux. Ce que je condamne, une fois de plus, c'est les gens qui instrumentalisent ce mouvement et qui le débordent. Et j'aimerais tellement que les gilets jaunes trouvent un moyen de s'organiser pour extraire ces gens-là de ce mouvement et que ce mouvement retrouve les vraies origines. Et ce qui est le cas en province, parce qu'on oublie que c'est un mouvement qui vient de province au début. Fondamentalement. Et maintenant, vous allez voir, j'ai dit ça, vous allez voir le résultat sur les réseaux sociaux et sur les sites internet, comment ces enfoirés, ils vous coupent les mots, ils vous transforment les phrases. C'est pour ça que j'essaye d'être très cohérent. Non, Oui, mais en même fait, la différence, c'est votre l'amalgame. petite phrase
concernant la Corée du Nord, effectivement, qui a agité un peu les réseaux sociaux, Mais j'ai dit- alors mais- qu'effectivement, elle a été complètement détournée de son J'ai juste contexte. dit, on vit dans une démocratie extraordinaire quand même, parce que on vit quand même dans une démocratie extraordinaire où tout ça est possible. Et j'ai dit, si on oublie qu'on a une chance formidable, allons visiter la Corée du Nord pour voir la différence. J'ai jamais dit aux Gilets jaunes d'aller en Corée du Nord. Mais qui sont les abrutis Exactement. qui transforment les phrases dans quel but? Pour faire du mal. Dans quel but? Pour me faire du mal à moi. Moi, ils me font pas de mal. Mais qui contribuent à faire que les informations soient transformées et déformées. Comme Il on faut a que- transformé l'action des Gilets jaunes à cause de ces manipulateurs, ces gens qui cassent les voitures et tout ça, qui utilisent la Qui n'ont violence rien à voir avec et qui les n'ont Gilets rien à voir avec les Gilets jaunes. Et c'est exactement le même amalgame qu'on fait entre le sionisme et l'antisémitisme. C'est Alors que le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement qui, au départ, est hautement respectable et légitime. C'est En très tout dur cas, de vivre avec 700 euros par mois en France Mais bien aujourd'hui. sûr, Il y a bien 7 sûr. millions de gens. Je veux dire, moi, je suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, merde. J'en ai marre de cette espèce de volonté de nous mettre les uns contre les autres là-dessus. C'est pas vrai. Mais en même temps, on serait malhonnête si on dénonçait pas les débordements. Situation, bien sûr. Non, ce qu'il y a, c'est qu'il faut arrêter avec les gens en haut comme en bas qui essayent de semer la zizanie, qui essaient d'introduire effectivement les ruptures et qui essaient de manipuler. C'est ça le pire. Enrico, j'ai une question à vous poser. J'ai lu qu'il y a à peu près 5 ans, vous aviez songé à éventuellement faire votre alia. Est-ce que c'est quelque chose encore qui vous tient à cœur ou pas du tout? Ça a été très très mal compris. C'est vrai que dans le rêve de chaque juif, c'est de retrouver sa terre promise. C'est vrai. Mais pour le moment, moi j'aime la France, j'aime les Français. C'est grâce à eux que je suis devenu ce que je suis devenu. Ça ne m'empêche pas que j'ai un amour fou pour Israël. Et c'est tout. C'est mon peuple qui est là-bas. Pour le moment, je reste ici. Tant qu'on aura besoin de moi, je resterai là. Mais si un jour, ça dérape complètement, comme en 1938, 39 et tout ça, 40 et tout, à ce moment-là, heureusement qu'on a Israël et pas Auschwitz. De toute façon, j'espère, et vraiment je prie qu'on ne sera jamais comme on était en 38 et 30. Céline, je voudrais que vous parliez de l'actualité des deux magots. Oui, effectivement, mars. l'actualité en mars aux deux magots, 2 événements à ne pas rater ici. Le 11, dans le cadre du lundi des écrivains, bien Michel Drucker dédicacera son dernier livre intitulé Il faut du temps pour rester jeune, un livre qui est paru donc chez Robert Laffont. Et puis du 12 au 22 mars, la peintre Eva March fera une exposition ici, donc sur le regard des femmes, André. Eh bien, écoutez, il ne nous reste plus qu'à dire non pas au revoir, non pas adieu, mais on va suivre Enrico dans ses chansons, toujours. Et on va suivre Michel Bougenat qui prépare la première adaptation de l'Avare de Molière en langue arabe. Non, je rigole. Il va jouer l'Avare de Molière. Et c'est formidable, il a joué déjà Molière, il a joué Sganarelle, là il va jouer Harpagon. Et j'attends vraiment Bougenat qui va crier « Ma cassette ! Ma cassette !» Exactement. Mais Et alors, je vais moi, rajouter vraiment, Berkoff, ça te ma va pas. cassette. Hein. Ça te va pas l'Avare, parce que tu n'es pas un Avare, toi. Ça Mais va c'est- pas aller. c'est Tu as pour- choisi le plus mauvais qui puisse exister. C'est pour ça que c'est un personnage intéressant à jouer pour moi. Mais c'est un grand personnage. Un grand-père. Merci Enrico Macias. Je rappelle donc que votre album avec le collectif Alors Orchestra vient de sortir chez Universal et que vous serez donc en concert à Hyères dans l'Essonne le 6 avril. Michel Bougenat, donc vous êtes demain soir à Montélimar, le 16 mars donc à Janzé, le 23 à Eu, le 26 à Vienne dans l'Isère avec donc votre one-man show Ma vie encore plus rêvée. Voilà, vous serez aussi à Et le Antibes 27 5. avril, c'est la première de la VAR Allez-y. à Antea, à Antea, Antibes, au à théâtre Antibes. Antea, Antibes. Ah, génial. Dans une Et le mise en scène 5 Daniel et le Benoît. 6 juin à Antibes, effectivement, vous serez Ça sera avec aussi- votre one-man show. Oui, pour Voilà. le 4 et 6 juin, Est-ce je que je peux joue ajouter aussi. quelque chose Allez-y, Enrico. Vous savez que j'ai fait l'Olympia le 9 et le 10 février, donc Bien on ne va pas sûr. l'annoncer puisqu'il est déjà fait. Mais par contre, comme il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu venir, je donne des représentations supplémentaires au mois de juin. Ah, Le 18 et 19 juin. 18 et 19 juin, nous quitterons l'appel On du 18 sera juin là. d'Enrico Macias. Un André. appel. André, À vous l'Olympia Oui.
Ah, ben je serai là. Ah ben moi aussi. Avec plaisir, on sera Je tous serai là là. en tout cas. Je Enrico. ferai ta première partie, je vais chanter. Ah, chanter, non. Chanter, je veux pas. Hein. Parce que tu vas me faire de l'ombre. Oui, non, je vais vider la Non, salle surtout. il y a Jacques Pessis qui trépigne là. Il y a Je Jacques vais- Pessis qui je vais- trépigne. je vais- Et oui, vider André la salle. Berkoff, on vous retrouve donc lundi à midi sur Sud Radio. Tout de suite, effectivement, c'est Jacques Pessis. Pour Les Clés d'une vie, aujourd'hui, il reçoit Michel Bernier qui vient parler donc de son nouveau spectacle. Très beau Vive spectacle. demain.